Récemment, je lisais le livre du linguiste américain Ross Perlin qui explore New York à travers la diversité linguistique et va à la rencontre de différentes communautés. Alors j'ai eu envie de faire pareil. J'étais à ce moment-là au Canada et en faisant un peu de recherche, je me suis rendu compte que près d'un quart de la population était immigrante. Alors je suis parti à la rencontre de ces femmes et ces hommes qui vivent souvent à travers leur communauté pour garder un lien avec leur pays d'origine. Mais comment ces communautés s'intègrent-elles dans la société canadienne ? Quels défis rencontrent-elles au quotidien et comment arrivent-elles à faire entendre leur voix dans un pays aussi multiculturel ? Ce premier épisode nous amène à Montréal pour rencontrer les Ukrainiens. Une communauté forte, présente depuis très longtemps et qui fait face à de nombreux défis. Pour commencer, je vais à la rencontre de Galina. Elle est guide touristique et connaît très bien l'histoire de la communauté ukrainienne. Je la retrouve au cœur d'un petit parc d'arrosement. Le début de l'immigration ukrainienne au Canada, c'est fin 19e siècle, donc 1890. Ouais. L'Ukraine est divisée entre deux empires, l'Empire russe et l'Empire austro-hongrois. Donc il n'y a pas vraiment du pays l'Ukraine sur la carte. Et les Ukrainiens, ils sont plus des serfs de ces deux empires-là. Ils n'ont pas leur propre terre, ils ne peuvent pas vraiment bâtir leur maison. Donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment attirés par la politique d'immigration du Canada. Et l'immigration ukrainienne va continuer tout au long du XXe siècle et jusqu'au début du XXIe, avec en tout 5 vagues d'immigration. Et si Galina m'a donné rendez-vous ici, c'est pas par hasard. On se trouve dans le parc de l'Ukraine. Parc de l'Ukraine qui se trouve dans le quartier de Rosemont à Montréal. Pourquoi c'est ici qu'on dit que c'est un quartier ukrainien? Parce que ça, c'est vraiment la concentration des institutions ukrainiennes et des associations ukrainiennes à Montréal. C'est donc l'endroit parfait pour rencontrer des Ukrainiens impliqués dans la vie de la communauté. Angel, qui tient un petit délit ukrainien, m'a ouvert ses portes. Mon grand-père est arrivé de l'Ukraine, ça fait 103 ans. Puis on a ouvert un magasin à Pointe-Saint-Charles, en bas de la ville. Puis en 85, il y avait une grosse demande de saucisses, puis le pain, puis des choses ukrainiennes. Puis mon grand-père a ouvert un magasin pour moi, le 19 décembre 85. But now with the war breaking in, the Ukrainians are coming into the store and they're asking me to buy all kinds of Ukrainian stuff. So I've third generation, I've never been to Ukraine. I'm ready to go tomorrow with all my new customers. They're ready. When this war is finished, they're all taking me to their home. Sorry, I'm getting emotional. And so they'll write on a paper, I need this, I'll need this kind of chocolate, I'll need this kind of cheese, I'll need this kind of bread, cookies, halva, anything Ukrainian, I will do my best to try and find it for them. Nous imposons la loi martiale dans toutes les régions de notre État. Nous avons besoin que vous restiez calmes aujourd'hui, si possible restez chez vous. Des éclairs de feu dans la nuit, des explosions. Ce sont ces bruits sourds d'un autre temps qui ont réveillé les Ukrainiens. Hélicoptères et blindés visent les positions ennemies. En février 2022, l'invasion de l'Ukraine à grande échelle par la Russie a tout changé. Le quartier s'est transformé et s'est mobilisé. À partir de 2022, il y a beaucoup de mouvements ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent juste avec une seule valise. Hein? Ils n'ont rien ici. Donc, les églises vont vraiment aider les premiers arrivants ici à Montréal. La même chose pour la Caisse populaire ukrainienne. Hein? Il faut ici au Canada avoir un compte de banque, une carte de crédit. Tu ne parles pas vraiment la langue. Donc, c'est la Caisse populaire qui va aider de remplir tous ces documents-là. En parlant avec Galina, je me rends compte que ce quartier a été bouleversé par le début de la guerre. Mais au-delà de ça, c'est des personnes qui sont arrivées ici, qui ont tout quitté du jour au lendemain et qui ont dû commencer une nouvelle vie. J'ai entendu parler qu'au Myland, un autre quartier de Montréal, des répétitions avaient lieu pour un spectacle qui va se jouer prochainement et qui met en scène 10 jeunes Ukrainiens arrivés récemment. Je décide d'aller les voir. On pouvait changer de quartier sans qu'on nous demande d'où on vient, sans uniforme, sans fusil dans les yeux. On pouvait sortir le soir sans avoir peur de... Depuis ici, après la grande invasion de l'Ukraine,
en 2022. J'ai arrivé toute seule, mais j'étais accueillie par une madame canadienne québécoise. Je l'appelle ma mère québécoise parce qu'elle m'a accueillie avec sa grande cœur et donné les possibilités à vivre avec elle pendant 5 mois, je ne me souviens pas. Et qu'est-ce que ça va changer? Si tu veux vraiment des réponses, pose-toi des questions plus profondes. Daria, ouvre ton téléphone! Ouvre ton téléphone, mais vite! Vérifie sur mon téléphone! Et depuis ce temps-là, j'explore le Québec, j'essaie de vivre la nouvelle vie. On regarde les toits, les caves et les sorties de secours. Ici, j'ai commencé à apprendre le français. C'était dur, premièrement, mais quand même, avec du temps, on a appris, on learning. So, oui, je travaille. Actuellement, je travaille dans l'archipel de Montréal. Je suis retrouvée, mais quand même, c'est difficile. C'est difficile de vivre comme la vie des immigrants. Derrière son sourire, on comprend que c'est quand même très compliqué d'immigrer, encore plus quand on y est forcé. Mais même quand on arrive très jeune, on rencontre aussi d'autres difficultés. C'est le cas d'Yegor, qui est arrivé à l'âge de 4 ans et qui a bien voulu m'en parler. J'ai grandi dès 2004 dans le quartier Huntsic, puis le quartier où j'habitais, c'est un quartier très multiethnique, donc il n'y avait pas beaucoup de Québécois francophones, fait que s'il n'y avait pas beaucoup de Québécois francophones, j'avais du mal à voir comment cette culture s'exprime, à voir comment les valeurs s'expriment, comment l'histoire du Québec s'exprime, puis certaines figures politiques, intellectuelles, tout ça, qui m'ont fait réaliser l'importance de l'identité québécoise. Et son intégration dans la société québécoise se manifeste par son engagement politique. Ça va faire 4 ans que je m'implique fortement au Bloc québécois puis au Parti québécois. Au Bloc québécois, mon implication s'est manifestée de par le fait que j'ai été candidat du Bloc québécois aux élections fédérales de 2021 puis 2025 à Mont-Royal. Puis pourquoi exactement le Bloc québécois puis le Parti québécois, puis disons le mouvement souverainiste dans son ensemble? C'est parce que je trouve que c'est important pour une nation de s'affirmer, d'affirmer son identité, sa langue, sa culture, son histoire. Le Québec puis l'Ukraine, c'est sûr que ce sont 2 contextes complètement différents, mais il y a certaines similarités de par le fait que ce sont 2 nations qui ont un voisin beaucoup plus gros, beaucoup plus influent, qui parfois fait de l'ingérence à différents niveaux. Pour l'Ukraine, c'est la Russie. Pour le Québec, c'est le Canada puis les États-Unis. Because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. Принципиально другая. А во-вторых, мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле. Много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша. L'invasion de l'Ukraine, ça a vraiment mis l'Ukraine comme pays en avant sur la scène médiatique. Avant 2022, il y avait beaucoup de gens qui, oui, savaient c'était quoi l'Ukraine, mais sans plus. Pour eux, c'était juste un pays d'Europe de l'Est, mais ils n'en savaient pas plus. Donc, tout d'un coup, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à me poser des questions sur l'Ukraine, à beaucoup plus s'y intéresser. En quittant Yegor, je me rends compte que les Ukrainiens et les Québécois ont plus de points communs que je ne l'imaginais. J'ai donc cherché un événement qui connecte ces 2 cultures. Bonjour! C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce 25e Festival ukrainien de Montréal. Ce festival est donc un lieu de partage et d'échange, et une vitrine de la culture ukrainienne pour les Montréalais. Et c'est devant le consulat russe, lors d'une manifestation, que je me rends compte que cette solidarité ne s'arrête pas là. En tant que Québécoise, en tant que Canadienne aussi, c'est qu'il y a quand même un lien entre un dictateur malveillant qui veut prendre un pays qui ne lui appartient pas. Et au Canada, on a maintenant, en ce moment, une crainte nouvelle d'un voisin énorme qui voudrait peut-être nous absorber. J'essaie de venir ici
aussi souvent que je peux, étant donné que je travaille pas loin d'ici. Cette manifestation a commencé le 16 mars 2022 et elle dure au quotidien, chaque jour, à peu près 15 minutes, quand on chante l'hymne national de l'Ukraine 3 fois et on crie nos souhaits à ce que cette guerre génocidaire contre l'Ukraine par la Russie finisse aussitôt que possible. Moi, je me suis impliquée, je viens là tous les jours à midi depuis 3 ans. Maintenant, nous, notre témoignage ici tous les jours, c'est pas ça qui va arrêter la guerre. Évidemment, c'est pas nous. Mais il y a une valeur symbolique à ce qu'on fait et on dit, on est là, on est avec l'Ukraine. Slava Ukraini! Et certains événements, qui étaient à la base des fêtes, se sont transformés en événements politiques. Les discours politiques et les chants se mélangent sur la place. Ce qui veut dire que nous serons témoins de la Troisième Guerre mondiale. Et c'est l'occasion pour les forces politiques québécoises et canadiennes d'apporter leur soutien à l'Ukraine. Vous le savez, l'Ukraine et le Québec partagent bien des affinités. Nous sommes deux nations fières, conscientes de notre existence, profondément attachées à notre langue, à notre patrimoine et à notre culture. C'est pour cela que nous sommes particulièrement ravis que le Premier ministre du Canada est aujourd'hui à Kiev. Mr. President, dear friends, my message today is simple. Canada will always stand in solidarity with Ukraine. Et au final, je comprends que les Ukrainiens sont chez eux, au Canada et au Québec, et que la guerre a renforcé ces liens et les a amenés plus loin. Je retourne voir Masha et les autres qui vont faire la répétition générale du spectacle. Je suis restée seule. Une maman, sans enfant, toute amenée par les dragons. Ce spectacle, il est important pour chaque Ukrainien. Et c'est pas juste pour chaque Ukrainien, on fait ce spectacle pour tout le monde, pour voir et reconnaître l'histoire de l'Ukraine, que l'on a aussi l'histoire des gens, hommes. Par exemple, mon amie qui est malheureusement pas vivante. Cette histoire, vous pouvez le voir dans ce spectacle. Oui, vivre avec nous. Oui, je m'excuse. Oui. Il restait tellement plus rien qu'il n'a rien à manger. Sans mari et un pays détruit. J'aimerais que chaque personne qui va être avec nous ce jour, il va vivre un soir avec les Ukrainiens. Comment se vivre dans l'angoisse permanente. Comment se vivre quand tu ne sais pas si tu vas se réveiller demain ou non. Et c'est ça, dans le 21e siècle, c'est comme quelque chose qui fait bouffe. Pourquoi? Pourquoi? Et j'ai fait la rencontre de Olena. Elle travaille à la mise en scène du spectacle et elle va me parler un peu des origines de ce projet. Ce spectacle vient de la proposition de Toxic Trottoir d'écrire un spectacle avec la jeunesse de la communauté ukrainienne pour trouver à travers de quoi et comment on pourrait parler de l'immigration et de la guerre avec la jeunesse ukrainienne. Donc, comment on pourrait écrire le spectacle où on parle de ces deux thématiques, immigration, intégration au Canada et la guerre. C'est dangereux ici. Il faut que tu partes. Tu iras, mais au Canada. Oh. Moi, j'ai toujours... je me sens pas à l'aise avec la vision de l'Ukrainienne comme des victimes. Je voulais toujours essayer de trouver comment on peut parler, comment on peut montrer que nous ne sommes pas des victimes, que nous sommes une population très forte, qui résiste, qui sont capables de combattre, de
de se défendre. Et je pense que grâce à cette compte côté Groshko, on a pu quand même parler de tout ça. Parce que ça donne aussi une vague de motivation pour tous les autres Ukrainiens de résister malgré que la guerre continue. De, une autre fois, avoir cet espoir qu'on va gagner. C'était tellement un travail sensible de leur faire parler de la guerre parce que presque toute la troupe de jeunes artistes ont vécu la guerre pour de vrai. Ils ont émigré après 2022. Donc, c'était aussi la question de comment trouver cet équilibre de leur faire parler de la guerre, mais quand même garder leur sentiment d'insécurité, leur vécu. C'est un acte de diplomatie culturelle très fort. Je les ai dit avant le premier spectacle que sachez que vous faites un travail immense. C'est cette diplomatie culturelle qu'on fait, de parler de tout ce qui se passe, mais à travers le théâtre. Je ne sais pas est-ce que c'était clair pour eux, mais je pense que moi, je suis très fière qu'on pourrait faire ça avec eux, vraiment.